Pallino et Mimi. Il s'appela d'abord Pallino, parce que, à sa naissance, il ressemblait à une petite balle. De toute la nichée qui en comptait 6, lui seul réchappa grâce aux prières insistantes et à la tendre protection des enfants. Comme papa Colombo ne pouvait plus aller à la chasse, ce qui avait été sa passion, il ne voulait même plus de chiens chez lui. Aussi ces chiots, il aurait aimé les voir tous morts. Pourquoi leur mère, la Vespina, n'était-elle donc pas morte aussi, puisqu'elle lui rappelait les belles parties de chasse d'autrefois, quand il ne souffrait pas encore de ces maudits rhumatismes et de l'arthrite qui, regardez, l'avaient ratatiné comme un crochet. À Chianciano, le vent souffle même les mois d'été. Un de ces libeccio qui vous enveloppent de tous côtés et secouent les maisons à les abattre et à les emporter. Qu'on se figure l'hiver. Par conséquent, tout le monde à la cuisine, bien serré et accroupi du matin au soir au coin du feu, sous la hotte de la cheminée, sans mettre le nez dehors, pas même pour aller à la messe le dimanche. Justement, la collégiale se trouvait en face, à 2 pas. On aurait presque pu suivre la messe par la fenêtre de la cuisine. Quant aux autres chambres, on n'y allait que pour se fourrer au lit, le soir de bonne heure. Mais papa Colombo y faisait une petite virée dans la journée, de temps en temps, courbé, les jambes bandées, souffrant le martyre à chaque pas, pour aller voir au balcon de la salle à manger le Val di Chiana, que l'on découvrait de là, tout entier, puis son beau domaine de Caggiolo. Et Vespina, un fait exprès, grosse à tel point qu'elle était presque incapable de décoller ses pattes de terre, le suivait tout doux, ne serait-ce que pour augmenter son regret de la campagne lointaine, sa rogne de se voir dans un tel état. Maudite bête! Et la voici qui lui faisait des petits, par surcroît. Mais il s'en chargerait, lui. Oh, sans lui faire de la peine, bien entendu. Il les prendrait par la queue et, vlan, leur fracasserait la tête sur une pierre. Les enfants, Delmina, Ezio, Igigno, Norina, en le voyant simuler le geste, criaient « Non, papa, ils sont si petits !» De sorte que, lorsque les chiots vinrent au jour, ils tinrent à en sauver au moins un, celui qui leur sembla le plus joli, en le cachant. La grâce une fois obtenue, ils allèrent voir Pallino, et ma foi, voici qu'il lui manquait la queue. Cela leur parut un mauvais tour, et ils se regardèrent tous les 4 dans les yeux. Sainte Vierge, sans queue, comment faire? Lui en coller une fausse, cela ne se pouvait, pas plus que s'arranger pour que papa ne s'en aperçoive pas. Mais la grâce était accordée, et l'on garda Pallino, bien que la tendresse des petits maîtres, du fait de ce défaut ridicule, se fût déjà évanouie. De plus, il devenait de plus en plus laid, un jour après l'autre. Mais il n'en savait rien, lui, pauvre petite bête. Il était né sans queue, et il semblait s'en passer très volontiers. Il ne semblait pas soupçonner le moins du monde qu'il lui manquait quelque chose. Et il prenait plaisir à se rouler par terre. Or, quand un enfant est né en de mauvaises conditions, boiteux ou bossu, on a peine à le voir rire et plaisanter sans se douter de son malheur. Mais on n'en a aucune quand il s'agit d'une vilaine bête, et si elle prend ses ébats, et si elle dérange, on n'en souffre nullement pour elle. On lui donne un coup de pied, vlan, un point c'est tout. Pallino, arraché à une partie endiablée avec une pelote ou une pantoufle par un coup de pied qui l'envoyait rouler d'un bout à l'autre de la cuisine, se remettait vite sur ses pattes de devant, les oreilles dressées, la tête penchée, et restait un moment à regarder. Il n'aboyait ni ne protestait. On aurait dit qu'il se rendait compte que les chiens doivent être traités de la sorte, que c'était là une condition inhérente à son existence canine, et qu'il était donc inutile de le prendre de travers.
Cependant, il ne lui fallut pas plus de 3 mois pour comprendre parfaitement que son maître n'aimait pas qu'on lui rongeât ses pantoufles. Il apprit donc à éviter les coups de pied. Dès que papa Colombo levait le pied, il lâchait sa proie et allait se fourrer sous le lit. Bien à l'abri, il apprit encore autre chose, c'est-à-dire combien les hommes sont méchants. Il s'entendait appeler tendrement, puis inviter à sortir, de 2 doigts qu'on frottait. « Ici, Pallino. Chéri, chéri, ici, tout petit. » Il s'attendait à des caresses. Il s'attendait à son pardon. Mais, à peine attrapé par la peau du cou, une raclée à vous écorcher vif. Ah oui. Alors, lui aussi fit le méchant. Il vola, déchira, salit, arriva même à mordre. Mais voici ce qu'il y gagna, d'être mis à la porte, et comme personne n'intercéda en sa faveur, il s'en alla, vagabondant et mendiant, d'un bout du pays à l'autre. Jusqu'au moment où Fanfulla Moki, le boucher, dont le chien était mort ces jours-là, le recueillit dans sa boutique. Fanfulla Moki était un drôle d'individu. Il aimait les bêtes et il était obligé de les tuer. Il ne pouvait pas souffrir les hommes et il était forcé de les servir et de les révérer. Tout au fond, il était du côté des pauvres. Mais, en tant que boucher, cela lui était interdit, car, on le sait bien, la viande, pour les pauvres, est indigeste. Il devait donc servir les riches qui ne l'avaient pourtant pas voulu dans leur rang. Parfaitement. Car il était né monsieur, lui, à moitié du moins. Il le déduisait du fait qu'à 16 ans, après sa sortie d'une institution où il avait été élevé depuis sa naissance, il lui était tombé, il ne savait d'où, ni comment, ni pourquoi, 6 000 livres, résidu d'un remords liquidé en espèces. On l'avait placé dans une boucherie comme commis, et puisqu'il y était, avec cette petite somme, il avait continué à faire le boucher à son compte. Mais il sentait ce sang maudit de monsieur dans ses veines troubles, dans ses pattes goutteuses, et dans un certain fluide un peu toqué circulant de la tête aux pieds, qui lui causait tantôt une humeur sombre et amère, tantôt le poussait à des actes. Par exemple, 3 ans plus tôt, en se rasant, se trouvant plus laid que d'habitude, vieilli avant l'âge, patraque, il s'était flanqué un bon coup de rasoir en pleine gorge, consciencieusement, selon toutes les règles de l'art. Emmené à moitié mort à l'hôpital, il avait rassuré les gens qui couraient derrière lui, épouvantés. « Ce n'est rien, une simple écorchure dans la couenne. » En premier lieu, Fanfulla Moki rebaptisa Pallino. Il l'appela Bistecchino, puis le mit à la fenêtre en lui disant « Tu vois, Bistecchino, mon joli mont Amiata. De gros sabots, là-bas, mais quelle tête fine on y trouve. Des bâtards, mais malins. Si tu veux rester avec moi, c'est à la condition de devenir bien sage et comme il faut. Je t'adopte, sois sans crainte, assieds-toi là. Si tu étais né porc, Bistecchino, mangerais-tu? Moi non. Le porc s'imagine manger pour lui, et il engraisse pour les autres. Le sort du porc n'a vraiment rien d'enviable. Ah, dirais-je, vous m'élevez pour cela? Merci bien, messieurs. Mangez-moi maigre. À ce moment, Bistecchino éternua 2 ou 3 fois, comme en signe d'approbation. Fanfulla en fut ravi et continua à causer longuement avec lui, tous les jours, et lui à écouter gravement jusqu'au moment où il remuait une patte, levait la tête, ouvrait toute grande la gueule dans un bâillement suivi d'un grognement modulé pour faire comprendre à son maître qu'il en avait assez.
que ce soit à la suite de la triste expérience faite chez Papa Colombo, ou à cause de cette queue qui manquait, ou encore que ce soit grâce aux leçons de Fanfulla, le fait est que Pallino devint un chien de caractère, un chien qui se faisait remarquer, non seulement parce qu'il était équeuté, mais aussi par sa façon toute personnelle de se conduire avec les bêtes, ses pairs ou les supérieurs. C'était un chien sérieux, qui ne permettait de familiarité à personne. Si l'un de ses semblables venait derrière lui ou devant lui, il tombait en arrêt, ramassé sur lui-même, planté sur ses quatre pattes, comme pour dire « Est-ce que je te demande quelque chose ?» Et ce n'était certes pas de peur qu'il agissait ainsi, mais par un profond mépris des chiens de son pays, aussi bien mâles que femelles. Du moins, avait-on cette impression, car l'été, quand les estivants arrivaient en grand nombre à Chianciano, pour leur cure d'eau avec leurs chiens et leurs chiennes, ils changeaient de but en blanc, devenaient sociables, gamins. Un autre exactement. Toute la journée, il passait d'une pension à l'autre, et levant une hanche, il laissait sa carte de visite à sa façon, en signe de bienvenue aux chiens étrangers, aux hôtes, qu'il accompagnait partout, et, le cas échéant, les défendait farouchement contre les agressions des gens du pays. Dandiner de la queue pour les saluer, il ne le pouvait guère. Aussi se démenait-il tout entier, se tortillait, se jetait par terre pour les inviter à se rouler. Et les petits chiens étrangers au pays lui en savaient gré. En ville, ils sortaient à la laisse et muselés. Ici, au contraire, libres et sans entrave, car leur maître était sûr de ne pas les perdre et de ne pas s'attirer de contraventions. En somme, ces chiens étaient aussi en villégiature, et Pallino était leur distraction. S'il tardait un jour, ils se présentaient en groupe de 3, de 4, devant la boutique de Fanfulla Mochi, pour le réclamer. « Bistecchino, sois raisonnable, » lui disait Fanfulla, en le menaçant du doigt. « Ces chiens de messieurs ne sont pas pour toi. Tu es un chien de la rue, toi, un prolétaire renégat. Je n'aime pas que tu serves de pitre aux chiens de messieurs. » Mais Pallino n'en faisait aucun cas. Aucun. Ni ne le pouvait d'ailleurs, cette année-là surtout, car parmi les chiens du monde qui venaient le taquiner jusqu'au magasin, il y avait un amour de petite chienne, de la grosseur d'un poing, une petite pelote blanche, ébouriffée, où l'on cherchait en vain les pattes, les oreilles, chicanière de première, et qui mordait pour de bon quelquefois. De bonnes petites morsures, qui démangeaient et laissaient une marque plus d'une journée. Mais Pallino se les adjugeait si volontiers. Cette petite affaire blanche lui filait entre les pattes en aboyant, pour lui sauter dessus d'un côté puis de l'autre. Planté sans bouger pour lui faire plaisir, il la suivait des yeux dans ses mines si gracieuses. Puis, comme s'il craignait qu'elle ne se fatiguât et ne s'enrouât à force de japper, où prenait-elle cette voix plus grosse qu'elle, il s'allongeait par terre, le ventre en l'air, et attendait qu'après avoir fait semblant de passer sa colère sur lui, elle retournât avec furie et lui sauta dessus. Il l'enlaçait et se laissait mordre béatement le museau et les oreilles. En somme, il en était follement amoureux. Pauvre Pallino, si fruste et sans queue, et les grâces qu'il faisait à cette petite chose de rien le rendaient d'un ridicule pitoyable. La chienne s'appelait Mimi, et logeait avec sa maîtresse à la pension Ronchi. Sa maîtresse était une demoiselle américaine, un peu montée en graines, qui demeurait en Italie depuis plusieurs années à la recherche d'un mari, disaient les mauvaises langues. Pourquoi n'en trouvait-elle pas? Elle n'était pas laide, grande, mince, mais tout de même assez en chair. De beaux yeux, de beaux cheveux, des lèvres un peu humides, brûlantes, et dans tout son être, dans ses traits, un air noble et une certaine grâce mélancolique. Et puis, Miss Gallet s'habillait avec une simplicité riche et nette, et portait d'énormes chapeaux où de longs voiles impalpables ondulaient, qui lui allaient à ravir.
Elle ne manquait pas de soupirants. Elle en avait toujours 2 ou 3 à la fois. Et au début, tous, la sachant américaine, s'étaient animés des meilleures intentions. Ensuite, en causant, en tâtant le terrain, pauvre, certes, non. Et on s'en apercevait à la façon dont elle vivait. Mais riche, Miss Galley ne l'était vraiment pas. Alors, pourquoi être américaine? Sans une bonne dot, autant épouser une jeune fille de son pays. Et tous les soupirants se retiraient proprement, en bon ordre. Miss Galley rongeait son frein et déversait son tourment secret dans de furieuses caresses à sa petite, à sa chère, sa fidèle Mimi. S'il ne s'était agi que de caresses. Miss Galley tenait à garder demoiselle, comme elle, sa petite, sa chère, sa fidèle Mimi. Oh, elle la préserverait contre les pièges de ces vilains mâles. Gare si un chien s'approchait d'elle. Immédiatement, Miss Galley la prenait dans ses bras, et c'était des coups si Mimi, qui avait déjà 5 ans, était incapable de se faire une raison de la raison de sa maîtresse, qui l'obligeait à rester demoiselle parce qu'elle le restait elle-même, et elle se rebiffait. C'étaient des coups si elle remuait les pattes pour sauter en bas, des coups si elle tendait le cou ou fourrait son museau par-dessous le bras de son tyran pour voir si le chien amoureux la suivait, malgré tout. Heureusement, cette cruelle surveillance devenait moins rigoureuse chaque fois qu'un nouveau soupirant reverdissait les espoirs de Miss Galley. Si Mimi avait été capable de raisonner sur la liberté plus ou moins grande dont elle jouissait, elle aurait pu épiloguer sur le degré d'espoir que la nouvelle aventure nourrissait dans le cœur inassouvi de sa maîtresse. Oisillon au bec constamment ouvert. Or, cet été-là, à Chianciano, Mimi était on ne peut plus libre. En effet, il y avait à la pension Ronchi un monsieur, bel homme de plus de 50 ans, très brun, calvitie précoce, mais les moustaches encore très noires, un peu trop peut-être, fort élégant, qui était venu à Chianciano pour 15 jours de cure, mais s'y attardait depuis plus d'1 mois et ne faisait pas encore mine de s'en aller, bien qu'à son arrivée, il eût déclaré qu'il avait à Rome des affaires urgentes, auxquelles il s'était soustrait à grand-peine, et non sans de graves risques. De quel genre étaient ces affaires, il ne le disait pas. Il avait beaucoup voyagé, et donnait à penser qu'il connaissait bien Londres et Paris, qu'il avait de nombreuses accointances avec les milieux journalistiques romains. Sur le registre de la pension, il avait indiqué « Commendatore Basilio Gori ». Dès le premier jour, il avait entretenu longuement Miss Galley en anglais. À présent, ils sortaient ensemble de bonne heure et s'en allaient à pied au terme de l'Acquasanta, le long de l'avenue ombragée. Miss Galley ne buvait pas. Elle prétendait venir à Chianciano pour changer d'air. Lui buvait. Il se promenait côte à côte, tout seul, le long des allées de la pelouse en pente, sous les grands platanes, en butte à la curiosité maligne des autres estivants. Cette curiosité maligne ne semblait pas lui déplaire du tout, à lui. Et si 2 ou 3 estivants s'arrêtaient exprès pour s'amuser d'un peu plus près, et non sans impertinence, de ce spectacle d'amour péripatéticien, il leur lançait un regard froid, méprisant, mais d'un air de vanité satisfaite. Elle, au contraire, baissait les yeux pour les relever peu après sur le visage de son compagnon, afin de recevoir en récompense cette tendre gratitude instinctive que chaque homme éprouve pour la femme qui lui sacrifie un peu de sa pudeur, éprouve ainsi qu'elle ne veut plaire qu'à un seul, en bravant la malignité d'autrui. Mimi les suivait, et souvent provoquait les rires de tous ceux qui observaient le couple d'amoureux, car de temps à autre, elle mordait par derrière la robe de sa maîtresse, ou la tirait, la secouait, en branlant rageusement la tête, comme si elle voulait la ramener à la raison,
l'arrêtait. Miss Galley, furieuse, arrachait sa robe aux dents de la petite chienne, qu'elle envoyait rouler au loin sur l'herbe. Mais peu après, Mimi revenait à l'attaque, non pas que la réputation de sa maîtresse lui tint tellement à cœur, mais parce qu'à force de tourner et virer sur ces pelouses escarpées, elle s'ennuyait mortellement, et qu'elle aurait aimé retourner au pays, où elle savait que Pallino l'attendait. En effet, Miss Galley et M. Gori, après avoir erré plus d'1 heure le long des allées de l'Acquasanta, rentraient au village toujours à pied, mais pour se remettre peu après à vagabonder, soit sur la route de Montepulciano, soit sur celle qui mène à la gare, en bas, ou bien montaient sur la butte des Cappuccini, et ne rentraient à la pension qu'à l'heure du déjeuner. Et peu à peu, elle l'abritait aussi sous son ombrelle rouge, et tous deux allaient mollement, comme enveloppés d'une tendresse délicieuse, savourant l'ivresse exquise des caresses retenues, des contacts fugitifs des mains, des longs regards passionnés où les âmes s'enlacent, se serrent jusqu'à se pâmer de volupté. Entre-temps, les cochers, qui ne pouvaient pas les souffrir puisqu'ils les voyaient toujours aller à pied, se mettaient à tousser chaque fois qu'ils les rencontraient, et ces quintes de toux faisaient rire les gens qu'ils trimballaient dans leurs voitures déglinguées. À Chianciano, on ne parlait pas d'autre chose. Dans toutes les pensions, au cercle, au café, à la pharmacie, aux jeux de football, à l'aréna, Miss Galley et M. Gori faisaient du matin au soir les frais de la conversation. On les avait rencontrés ici ou là, et lui était mis de cette façon et elle de telle autre. Ceux qui partaient, leur cure terminée, mettaient au courant les nouveaux venus et au bout de 4 ou 5 jours demandaient encore de loin dans leur carte postale des nouvelles de l'heureux couple. Brusquement, on était en septembre à présent, le bruit se répandit dans tout Chianciano que M. Gori partait pour Rome à l'improviste, lui seul. Les commentaires furent infinis et la stupeur énorme. Que s'était-il passé? Certains disaient que Miss Galley avait appris qu'il était marié et séparé. D'autres, que Gori était tout d'abord monté d'un bond au 7e ciel, avait eu besoin de tout ce temps pour retomber avec grâce et saisir la proie, laquelle, sous cette étreinte, s'était révélée maigre et déplumée. D'autres encore soutenaient qu'il n'y avait pas de rupture, que Miss Galley rejoindrait à Rome son fiancé. D'autres enfin, que Gori reviendrait à Chianciano dans quelques jours et repartirait avec sa femme pour Florence. Mais les gens de la pension Ronchi assuraient que l'aventure était bel et bien terminée, tant il est vrai que Miss Galley n'était pas descendue à la salle à manger ce jour-là, et que Gori avait paru très troublé à table. Tous ces propos s'entrelaçaient sur la place du jeu de football, où l'entière colonie d'estivants s'était attroupée pour assister au départ de Gori. Quand la voiture franchit la porte du palais, tout le monde se précipita à la balustrade de la place. Gori, en voiture, lisait tranquillement son journal. En passant en contrebas de la place, il leva les yeux, comme pour profiter, lui, acteur, du spectacle de tant de spectateurs. Mais, tout à coup, derrière la petite aréna qui se dresse au milieu de la place, s'élevèrent des aboiements furieux d'une bande de chiens qui se prenaient à la gorge, dans une mêlée féroce. On se retourna pour regarder, les uns reculaient de peur, les autres accouraient, leurs cannes en l'air. Au milieu de ce méli-mélo, on apercevait Pallino avec sa Mimi. Pallino et Mimi, qui avaient finalement réussi, en dépit de l'envie et de la jalousie terrible de leurs camarades, à célébrer leurs noces. Les dames tordaient le nez, les hommes ricanaient, quand Miss Galley, précédée d'une bande de polissons, se précipita sur la place comme une furie, échevelée par le vent et par la course,
son chapeau à la main et les yeux gonflés et rouges de larmes. « Mimi! Mimi! Mimi !» À la vue de l'horrible gâchis, elle leva les bras, abasourdie, puis elle se couvrit le visage des mains, tourna le dos et remonta au pays à la même allure furieuse. Rentrée à la pension, en tourmente, elle s'élança contre Ronki, contre les garçons, les doigts crochus comme décidée à en faire de la charpie. Elle se retint à grand-peine, la rage l'étranglant, le souffle coupé, sans pouvoir articuler un mot. Elle avait déjà perdu la voix en hurlant, en s'apercevant, après tout ce temps, que Mimi n'était pas surveillée, que Mimi n'était pas à la maison et qu'elle ne savait pas où elle était. Elle monta dans sa chambre, attrapa, entassa tous ses effets dans une malle, dans ses valises, commanda une voiture à 2 chevaux qui la conduisit immédiatement à la gare de Chiusi, car elle n'entendait plus demeurer à Chianciano, fût-ce 1 heure, fût-ce 1 minute. Sur le point de partir, les gamins qui avaient couru avec elle à la recherche de la petite chienne, essoufflés, exultant dans l'espoir d'un pourboire, lui présentèrent la pauvre Mimi plus morte que vive. Mais Miss Galley, défigurée par la colère, la repoussa en un violent sursaut, les traits tordus. À ce choc furieux, Mimi tomba. Son museau battit par terre, et dans des jappements perçants, courut clopin-clopant se fourrer sous un divan, à 3 doigts au-dessus du sol, tandis que sa maîtresse, une vraie vipère, montait dans sa voiture et criait au cocher. « Allons !» Ronki, les garçons, les curistes rentrés en courant à la pension, se regardèrent un instant, abasourdis, puis ils eurent pitié de la pauvre petite chienne abandonnée. Mais ils eurent beau l'appeler et l'inviter le plus affectueusement possible, il n'y eut pas moyen de la faire sortir de sa cachette. Il fallut que Ronki, aidé d'un garçon, soulevât et déplaçât le divan. Mais alors, Mimi fila comme une flèche et prit la fuite. Les gamins lui coururent après, tournèrent et virèrent dans le pays tout entier, en tous sens, arrivèrent même jusqu'à la gare. Ils ne purent retrouver sa trace. Ronki, à qui elle avait causé tant d'ennuis, haussa les épaules en s'écriant « Qu'elle aille se faire voir !» Au bout de 5 ou 6 jours, vers le soir, Mimi, sale, ébouriffée, famélique, méconnaissable, fut remarquée dans les rues de Chianciano sous la pluie lente qui marquait la fin de la saison. Les derniers curistes partaient. Dans 1 semaine, le petit pays juché sur la haute colline vantée retrouverait son lugubre aspect hivernal. « Tiens, la petite chienne à la demoiselle !» dit quelqu'un en la voyant passer. Mais personne ne se pencha pour la prendre. Personne ne l'appela. Et Mimi continua à errer sous la pluie. Elle était déjà allée à la pension Ronki, mais l'avait trouvée fermée, car le propriétaire s'était dépêché d'aller faire ses vendanges à la campagne. De temps en temps, elle s'arrêtait pour regarder de ses petits yeux chassieux entre ses poils, comme si elle ne pouvait pas encore comprendre comment il se faisait que personne n'avait pitié d'elle, si petite, d'elle, si caressée autrefois et si soignée. Comment personne ne la prenait pour la rapporter à sa maîtresse, qu'elle avait cherchée en vain si longtemps, et cherchait encore. Elle avait faim, était lasse, grelottait, ne savait plus où aller, où se réfugier. Les premiers jours, quelqu'un se voyant suivi, se penchait pour lui lisser le poil et la plaindre. Puis, agacé de la trouver constamment dans les jambes, on la chassait sans ménagement. Elle était pleine. Cela semblait impossible. Un petit bout comme cela, qu'on avait du mal à voir. Elle était pleine. Et on l'écartait du pied. Sur le pas de son magasin, Fanfulla Mocchi, la voyant trottiner, égarée, l'appela, lui donna à manger, et comme la pauvre petite bête, habituée désormais à se voir chassée par tout le monde, arquait les reins de peur comme dans l'attente d'un coup de pied, il la lissa,
la caressa pour la rassurer. La pauvre Mimi avait beau mourir de faim, elle lécha la main de son bienfaiteur avant de manger. Alors Fanfulla appela Pallino, qui dormait dans sa niche sous le comptoir. « Chien, fils d'animal, vilain libertin sans queue, regarde ta femme !» Mais désormais, Mimi n'était plus une petite chienne demoiselle, c'était une chienne du trottoir, une parmi tant d'autres dans le pays. Et Pallino ne daigna même pas l'honorer d'un regard.